Bonjour à tous, Nicolas de la chaîne philosophique. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la pensée, et plus particulièrement de la pensée comme maître à penser. Alors, dès que j'ai commencé à penser, je me suis trouvé en rupture avec le monde. Voilà une maxime symbolique et singulière de la pensée du philosophe considéré comme le pessimiste des philosophes, Arthur Schopenhauer. Cela nous envoie dans nos propres retranchements existentiels concernant notre propre pensée et porte un intérêt à nous questionner sur cette magnifique structure immatérielle qu'est la pensée. Comment fonctionne-t-elle? Les origines d'une telle fonction spirituelle, quelle est la vision de la pensée des présocratiques, des néoplatoniciens, des anciens, de nos contemporains? Comment a évolué leur point de vue durant des siècles, voire des millénaires? Je me suis interrogé pour commencer donc cet essai philosophique sur ma propre pensée, une lecture, une analyse empirique, donc de par mon expérience. Puis il a été intéressant d'étudier toutes les composantes, la liste est néanmoins non exhaustive, de cette structure, donc qu'est la pensée, tant sur le plan physiologique, psychologique, sociétal, voire culturel, mais aussi des effets de la pensée sur notre quotidien de bipède. Alors, la pensée, c'est vrai que c'est une instance, on pourrait l'appeler comme ça, qui a été étudiée, essayée du moins, approchée, on a essayé de se familiariser avec celle-ci. Alors ça fait vraiment une partie intégrante de l'être humain et d'autres mammifères, d'autres espèces animales, je suppose. Alors, pour commencer, je vais parler d'étymologie. Donc il existe plusieurs étymologies manifestes de la pensée. Moi j'ai pu en recruter, en déceler un grand nombre en épurant plus large les sources dont je me suis servi. En partant d'une étymologie latine, on peut prétendre que la pensée est le participe passé du verbe penser, issu du bas latin pensare, qui veut dire peser, juger, qui en est devenu le substantif féminin. Le sens du mot est multiple selon les auteurs, comme je l'ai dit, et en fonction des périodes. Et commence à cheminer, commence à évoluer en fonction d'un contexte sociétal. Donc c'est aussi l'action de réfléchir, de concentrer son esprit sur quelque chose, d'estimer, d'imaginer, de peser. La pensée peut être représentée comme des ensembles de capacités intellectuelles, affectives, cognitives, conatives. Donc ça c'est la volonté, la volition. Tout ce qui est cognition, c'est l'apprentissage, le savoir. C'est un ensemble aussi de fonctions psychiques et psychophysiologiques. Donc là on rentre dans le sens du paradigme de l'interdépendance du corps et de l'esprit. Si on considère que c'est une mécanique, pour ne pas citer Lamétrie, un philosophe du XVIIIe siècle, matérialiste. Alors, c'est aussi la connaissance pour objet, mais aussi c'est un ensemble de phénomènes par lesquels ces fonctions se manifestent. On se rend compte que la pensée soit assimilée à une entité à part entière, soit à un ensemble d'entités. Et là, moi, j'ai créé deux néologismes en considérant la pensée. Je parle de micro-pensée et de macro-pensée. La première, donc la micro-pensée, est une entité singulière, libre. La seconde est l'ensemble de ces entités, l'agrégat, l'accumulation. Il est de ce fait une pensée sous-jacente, ou micro-pensée, et une pensée globale, qui est l'agrégat, comme je viens de le dire, de pensée sous-jacente, qui constitue la macro-pensée. Donc c'est aussi une histoire de microcosme. On peut parler de microcosme aussi dans l'univers, dans le cosmos. Cela dépend en effet des différents courants de pensée qui ont cheminé durant des décennies, des siècles, voire des millénaires. Alors pour aller plus loin dans mes démarches, dans les définitions ainsi que dans différentes connotations du mot pensée, il a fallu pour ce fait une recherche propédeutique afin d'y voir plus clair. On peut prétendre tout d'abord que la pensée est l'inconnu, la plus désirable, que l'on veuille apprendre à connaître. Cela reste conjectural et reste bien évidemment mon humble avis. Pour en revenir à la primauté de ce chapitre, car il va y en avoir plusieurs, la pensée ou son action, c'est-à-dire penser, peut avoir aussi une origine et une connotation plus négative. Par exemple, si on prend penser, signifie pendere en latin, qui veut dire être en attente, être en suspens. Un sens plus pathologique, voire péjoratif à mon goût, quand on dit la formule italienne stare in pensiero, qui veut dire être dans les affres, rester dans ses pensées. Quoique la pensée soit intérieure, elle s'assimile aisément à la locution en son fort intérieur. Donc fort étant issu de forum, un lieu public, une place, un marché ou un discours en latin. Et c'est aussi le forum de la conscience ou fort de la conscience. La parole intérieure pour moi. Pour moi c'est vraiment une parole intérieure qui peut après s'exprimer en action. Mais bon, on ira voir plus loin. Alors juste pour finir avec l'étymologie, si on remonte à la philosophie antique, et en l'occurrence la philosophie grecque, la pensée pouvait se traduire par la dianoia, qui est la pensée discursive, réflexion,
pensée développée dans le temps, mais aussi par la noésis. Et là, on a développé la noétique, mais ça c'est encore une autre notion en philosophie. Mais encore par le nous, donc l'intellect, l'esprit. Donc des philosophes comme Kant, d'autres philosophes ont utilisé cette notion et l'ont adaptée en fonction de leur façon de voir le monde, pour ne pas paraphraser Arthur Schopenhauer. La palette des nuances est large, ce qui fait l'importance de ce mot, de sa notion et de sa fonction universelle. Pour ma part, seuls des philologues, des historiens, des linguistes pourraient en établir un sens des plus fiables, des plus précis. Mais après, c'est vrai que c'est quelque chose de très personnel. Donc, je pense restons-en à la pensée comme maître à penser. Et les définitions sont aussi nombreuses. Pour Descartes, dans les principes de la philosophie, il y a une approche cartésienne, bien sûr. Pascal aussi disait que l'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Il y a nombre d'auteurs, comme Heidegger aussi, qui a eu une approche phénoménologique dans Être et Temps. Il y a eu une multitude d'auteurs. Harry Bergson, lui, considère comme une connaissance discursive, matérialiste, rationnelle, différente de la forme intuitive. Donc là, il y a eu des schismes, des séparations en ce qui concerne, plus que des schismes, je dirais, vraiment une dichotomie entre certains courants de pensée et qui se contredisent et qui se corroborent aussi, hein, si on les étudie bien. Donc là, c'était ma première partie. Je voulais juste finir avec une citation de Frédéric Signaeus dans Pensée éternelle, qui disait « Si l'action ne soutient pas la pensée perd son air et sa force s'effrite. » Voilà. Je voulais vous remercier. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne philosophique. C'était Nicolas. Merci. Au revoir.